Oui, donc merci Sabrina pour cette présentation. Je vous remercie à tous d'être venus m'écouter ce soir. Et je remercie infiniment le Cercle Aristote de nous avoir donné l'occasion de l'exprimer aussi. Voilà, donc je me présente, donc Nicolas Legault, je suis l'auteur d'un livre qui s'appelle Le transhumanisme, le stade terminal du capitalisme, qui est sorti il y a environ un an et demi. Donc, depuis la sortie de mon livre, un certain nombre d'évolutions du phénomène que j'ai tenté de décrire en profondeur dans le cours. Il y a eu un certain nombre de transformateurs génératifs entraînés qui sont apparus sur le marché assez récemment. Il y a eu des modèles d'intelligence artificielle générative d'images, tels que Sora, Midjourney et Runway, qui sont apparus également. Le plus inquiétant encore, le premier cobaye humain de la société Neuralink, développé par Elon Musk, visant à intégrer des puces électroniques de manière invasive dans le cerveau, dans les boîtes crâniennes de populations, visant à en augmenter les capacités cognitives, a été testé. Jusqu'à présent, Elon Musk travaillait à partir de cobayes animaliers, c'est-à-dire des vieux singes malades qui généralement décédaient à partir de la fin de l'opération. Là, le premier cobaye humain a été implanté. Donc, il y a eu beaucoup d'évolutions depuis la sortie de mon livre, ce qui a conduit un certain nombre de spécialistes et d'auteurs d'ouvrages critiques à reconduire et même à revisiter intégralement leurs ouvrages, à proposer des versions revues, corrigées, augmentées. Je pense à Laurent Alexandre, avec lequel j'ai un petit peu communiqué au moment de la sortie de mon livre. Voilà. Qu'il n'avait pas tout spécialiste qui était prévu l'apparition disruptive de ChatGPT, des effets que ça aurait sur notre civilisation. Donc, peut-être la valeur ajoutée que je vais essayer d'apporter ce soir, c'est plutôt que de détailler le phénomène de façon trop technique et spécialisée, comme ça a beaucoup été fait avant moi. Je pense que d'ailleurs, pour vous documenter, la page Wikipédia du transhumanisme est très bien faite. Moi, je vais essayer d'aller un peu plus au fond des choses. Et je vais m'attarder surtout sur les conditions en amont du phénomène transhumanisme et particulièrement sur le terreau anthropologique très particulier qui le rend possible et pourquoi nous en sommes arrivés là. Pour débuter, je vais me donner une définition un petit peu substantielle du transhumanisme. Parce que je pense que c'est nécessaire et utile qu'on parte sur des notions communes, enfin qu'on se comprenne en fait, que le signifiant que je vais utiliser ait un sens commun à tous. Donc le transhumanisme, très simplement, c'est un paradigme qui vise l'augmentation des capacités de l'homme par le truchement de la science, c'est-à-dire plus précisément la technomédecine, l'intelligence artificielle, les nanobiotechnologies, et la robotique. Du point de vue de l'histoire des idées, c'est quelque chose qui procède de la cybernétique, qui est un courant intellectuel apparu après-guerre sur les cendres laissées par la Seconde Guerre mondiale, visant à confier à la machine les prérogatives qui jusqu'à présent étaient laissées à l'intention humaine. Ça part d'une vision assez pessimiste, assez dégradée de l'être humain pour des raisons historiques que l'on peut tout à fait comprendre et interpréter. Plus en amont, on peut considérer que c'est l'héritier du positivisme, qui au XIXe siècle postulait une sorte de culte de la modernité, de la technique, du progrès. Lui-même héritier d'un certain libéralisme que nous détaillerons plus tard, mais on va essayer de ne pas être trop idéaliste, dans le sens où on ne va pas se promener en définissant l'ancienne des idées, on va essayer d'aborder les choses de façon plus concrète et matérielle, on va s'intéresser moins au transhumanisme comme idéologie que comme phénomène physique, dont la puissance de transformation des structures sociales et de l'individu sont à la hauteur des moyens financiers quasiment illimités dont disposent ses principaux protagonistes et acteurs. Pourquoi ça va nous intéresser autant? Parce que premièrement, il s'agit du courant de pensée des élites financières, en l'occurrence des grands patrons des fortunes de la Silicon Valley, tels que Elon Musk, Mark Zuckerberg, le patron de Google, etc. Vous avez également leurs concurrents qui partagent cette idéologie transhumaniste.
Vous avez, ça se limite, c'est loin de se limiter à la sphère occidentale. Vous avez aussi les maîtres en humanistes dans la Chine communiste ou au Japon, enfin en l'occurrence dans tout le monde développé. Vous en trouvez partout, donc c'est pas du tout une maladie de l'Occident, ça se trouve partout dans le monde. Voilà, en tout cas dans tout le monde développé, parce que la totalité du monde est développé capitaliste aujourd'hui, donc je pense que ça excède très largement le cadre de nos civilisations. Si on ne vous fait pas une promotion active du transhumanisme comme nouvelle idéologie dominante aujourd'hui, c'est que les gens qui sont derrière cette idéologie pensent qu'elle va s'imposer d'elle-même par le truchement des outils technologiques, comme je pense aux mouchards que nous avons tous dans notre poche. Hein. Je veux dire, nos téléphones mobiles dont on est obligé de se servir, des réseaux sociaux, les objets connectés très divers que nous possédons. Donc, pas besoin d'en faire la publicité tous les jours, elle s'imposera d'elle-même par l'usage incontournable qu'on pourra en faire. Puisqu'on est dans un cercle de réflexion politique, on va essayer de balayer un petit peu à quoi ça peut correspondre sur le cercle politique, même si vous savez tous à quel point la relativité de ce clivage droite-gauche, on pourrait se demander si le transhumaniste est de droite, de gauche. On pourrait dire que c'est de droite parce qu'on pourrait considérer que c'est l'expression de la volonté de puissance de certains individus rendue possible par l'accroissement des libertés économiques. On pourrait aussi considérer que c'est de gauche parce que c'est en quelque sorte une perversion du progressisme, mais avant d'être de droite, de gauche, avant d'être une idéologie, avant tout, c'est un phénomène d'ordre capitaliste, en réalité. Bon, ça fait plusieurs fois que je m'emploie ce mot capitaliste, je vais trancher la question, je vais vous dire ce que j'entends par là. Très concrètement, c'est ce qu'on appelle le capitalisme. En tant qu'organisation sociale, c'est l'usage de la propriété lucrative pour exploiter le travail d'autrui. Voilà, c'est aussi simple que ça. Mais de manière plus abstraite, plus anthropologique, c'est le moment historique où la question d'une classe sociale, en l'occurrence la bourgeoisie, qui est la classe qui possède les moyens de production, devient hégémonique dans toute la société. Comme l'a dit très bien le philosophe Jean-Claude Michéa, le capitalisme, beaucoup plus qu'une organisation économique, est un fait social et matériel qui conditionne le passage d'une société d'ordre, telle que c'était dans les sociétés européennes d'avant, enfin, sous la féodalité, un monde relativement immuable, injuste et arbitraire, que l'on peut croire, mais disons un monde fondé sur un certain ordre relativement stationnaire, à un monde économique beaucoup plus mouvant et stable. Les distinctions ne se font plus sur la naissance, ni sur le devoir d'accompli, ni sur les faits d'armes. Non, c'est pas sur les champs de bataille que vous distinguez socialement dans un monde capitaliste, mais sur la propriété économique. Donc tout, dans un système capitaliste, devient du ressort quantitatif et économique. Donc puisque tout devient économique, le pouvoir aussi devient économique. Donc, cette axiomatique de l'intérêt économique bouleverse notre relation aux choses et induit un rapport quantitatif au monde. Les choses ne s'apprécient plus de l'ordre de leur qualité, mais de l'ordre de leur quantité. L'unité de base de mesure et d'échange dans cette société sera l'argent, qui, selon l'expression de Nietzsche, sera l'équivalent universel par lequel tout pourra être appréhendé et apprécié selon un standard unique. À partir du moment où vous avez un dénominateur commun entre toutes les choses, c'est-à-dire un objet, un territoire, un animal, une chaise, une maison, un ordinateur, enfin un corps, même à travers le salariat ou même un enfant, plus récemment à travers la GPA, vous avez un dénominateur commun entre toutes les choses, l'argent qui est en quelque sorte égal, parce que absolument tout ce que je viens de citer s'équivaut dans la mesure où tout a un prix. Voilà. Les choses n'ont pas forcément de valeur, mais elles ont toujours un prix. Tout peut être comparé, évalué, échangé, soldé, et à ce moment-là, pourquoi pas remplacer, puisque c'est le corollaire de ce principe. Donc, à partir du moment où on est là, l'unité, la valeur intrinsèque de l'être humain va s'en trouver relativisée. La personne pourra être bradée, négociée, utilisée comme simple ressource, comme réserve d'énergie dans laquelle elle va puiser son train, comme une simple marchandise, dont, pour lutter contre ce que Marx appelait la baisse tendancielle du taux de profit, le capital va chercher à abaisser le prix de toutes ses forces jusqu'à ce que cette chose ne vaille plus rien. Cette chose qu'est l'humain. Une chose foutue et bonne à jeter, de toute façon. Comment on va tout s'y prendre? En faisant pression sur les salaires, par exemple. Si vous manquez de bras, vous allez aller les chercher sur un autre continent.
Parce qu'après tout, un travailleur est un travailleur, qu'il soit africain, européen, porteur d'une mémoire historique particulière, d'un héritage, d'une culture, on s'en fout complètement, en fait, les bras sont des bras. Si vous avez plus assez de naissances exemplairement pour assurer le système de retraite par répartition, bah, vous avez qu'à prendre des Maliens qui vont faire des enfants en France. Ça ne fera pas spécialement des Français, mais ça fera des cotisants. Ce sera pareil. Donc à partir de là, si tout homme est remplaçable, substituable à un autre, alors c'est la condition humaine tout entière qui pourrait être modifiée, optimisée, adaptée en l'occurrence aux enjeux économiques. Et c'est de ça qu'il s'agit. Je vais vous parler un tout petit peu d'un auteur que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Georges Bernanos, qui, en 1944, publiait un ouvrage absolument fondamental, La France contre les robots, où il décrivait l'avènement d'une société moderne fondée sur l'axiomatique totale de l'intérêt du tout économique, une société de confort émergente, totalement différente de ce qu'il avait connu dans son enfance, par cette phrase terrible, je vous la cite: nous assistons à la naissance d'une civilisation inhumaine qui s'établit sur la stérilisation universelle des hautes valeurs de la vie. Il avait vu que Bernanos, que ce changement de civilisation n'était pas désiré par le peuple. Personne n'appelait de ses voeux le règne de la technique, personne ne lui suppliait d'arriver, mais en quelque sorte, ce tournant était accepté, consenti de façon un peu somnambulique par la population. Et il avait l'impression d'assister à la fabrication d'un nouveau type d'homme, très différent de ce qui lui précédait, un nouvel état de l'humanité, qui est l'anthropologie capitaliste, que je décrirais comme l'anthropologie sur laquelle s'appuie aujourd'hui, à sa phase terminale, qui est celle de l'homme de maintenant, le transhumanisme dont nous parlons. À quoi ça peut correspondre sur le cercle politique, même si vous savez tous à quel point la relativité de ce clivage droite-gauche, on pourrait se demander si le transhumaniste est de droite, de gauche. On va dire que c'est de droite parce qu'on pourrait considérer que c'est l'expression de la volonté puissante de certains individus rendue possible par l'accroissement des libertés économiques. On pourrait aussi considérer que c'est de gauche parce que c'est en quelque sorte une perversion du progressisme, mais avant d'être de droite, de gauche, avant d'être une idéologie, avant tout, c'est un phénomène d'ordre capitaliste, en réalité. Bon, ça fait plusieurs fois que j'emploie ce mot capitaliste, je vais trancher la question, je vais vous dire ce que j'entends par là. Très concrètement, c'est ce qu'on appelle le capitalisme. En tant qu'organisation sociale, c'est l'usage de la propriété lucrative pour exploiter le travail d'autrui. Voilà, c'est aussi simple que ça. Mais de manière plus abstraite, plus anthropologique, c'est le moment historique où la vision d'une classe sociale, en l'occurrence la bourgeoisie, qui est la classe qui possède les moyens de production, devient hégémonique dans toute la société. Comme l'a dit très bien le philosophe Jean-Claude Michéa, le capitalisme, beaucoup plus qu'une organisation économique, est un fait social et matériel qui conditionne le passage d'une société d'ordre telle que c'était dans les sociétés européennes d'avant, enfin, sous la féodalité, un monde relativement immuable, injuste et arbitraire, que l'on peut voir, mais disons un monde fondé sur un certain ordre relativement stationnaire, à un monde économique beaucoup plus mouvant et instable. Les distinctions ne se font plus sur la naissance, ni sur le devoir accompli, ni sur les faits d'armes. C'est pas sur les champs de bataille que vous distinguez socialement dans un monde capitaliste, mais sur la propriété économique. Donc tout, dans un système capitaliste, devient du ressort quantitatif et économique. Donc puisque tout devient économique, le pouvoir aussi devient économique. Donc, cette axiomatique de l'intérêt économique bouleverse notre relation aux choses et induit un rapport quantitatif au monde. Les choses ne s'apprécient plus de l'ordre de leur qualité, mais de l'ordre de leur quantité. L'unité de base de mesure et d'échange dans cette société sera l'argent, qui, selon l'expression de Nietzsche, sera l'équivalent universel par lequel tout pourra être appréhendé et apprécié selon un standard unique. À partir du moment où vous avez un dénominateur commun entre toutes les choses, c'est-à-dire un objet, un territoire, un animal, une chaise, une maison, un ordinateur, enfin un corps, même à travers le salariat, même un enfant, plus récemment à travers la GPA,
Vous avez un dénominateur commun entre toutes les choses, la réponse les rend en quelque sorte égale, parce que absolument tout ce que je viens de citer s'équivaut dans la mesure où tout a un prix. Voilà. Les choses n'ont pas forcément de valeur, mais elles ont toujours un prix. Tout peut être comparé, évalué, échangé, soldé, et à ce moment-là, pourquoi pas remplacé, puisque c'est le corollaire de ce principe. Donc, à partir du moment où on en est là, l'unité, la valeur intrinsèque de l'être humain va s'en trouver relativisée. La personne pourra être bradée, négociée, utilisée comme simple ressource, comme réserve d'énergie dans laquelle on va puiser sans fin, comme une simple marchandise dont, pour lutter contre ce que Marx appelait la bassidentielle du taux de profit, le capital va chercher à abaisser le prix de toutes ses forces jusqu'à ce que cette chose ne vaille plus rien, cette chose qu'est l'humain. Une chose foutue et bonne à jeter. De toute façon, donc, comment on va tous s'y prendre? En faisant pression sur les salaires, par exemple. Si vous manquez de bras, vous allez aller chercher sur un autre continent. Parce qu'après tout, un travailleur est un travailleur, qu'il soit africain, européen, porteur d'une mémoire historique particulière, d'un héritage, d'une culture, on s'en fout complètement, en fait. Les bras sont des bras. Si vous avez plus assez de naissances exemplairement pour assurer le système de retraite par répartition, bah, vous n'avez qu'à prendre des Maliens qui vont faire des enfants en France. Ça n'en fera pas spécialement des Français, mais ça fera des cotisants. Ce sera pareil. Donc à partir de là, si tout homme est remplaçable, substituable à un autre, alors c'est la condition humaine tout entière qui pourrait être modifiée, optimisée, adaptée en l'occurrence aux enjeux économiques. Et c'est de ça qu'il s'agit. Je vais vous parler un tout petit peu d'un auteur que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Georges Bernanos, qui, en 1944, publiait un ouvrage absolument fondamental, La France contre les robots, où il décrivait l'avènement d'une société moderne fondée sur l'axiomatique totale de l'intérêt, du tout économique, une société de confort émergente, totalement différente de ce qu'il avait connu dans son enfance, par cette phrase terrible, je vous la cite: nous assistons à la naissance d'une civilisation inhumaine qui s'établit sur la civilisation universelle des hautes valeurs de la vie. Il avait vu que Bernanos, que ce changement de civilisation n'était pas désiré par le peuple. Personne n'appelait de ses voeux le règne de la technique, personne ne lui suppliait l'arrivée, mais en quelque sorte, ce tournant était accepté, consenti de façon un peu somnambulique par la population. Et il avait l'impression d'assister à la fabrication d'un nouveau type d'homme, très différent de ce qui lui précédait, un nouvel état de l'humanité, qui est l'anthropologie capitaliste, que je décrirais comme l'anthropologie sur laquelle s'appuie aujourd'hui, à sa phase terminale, qui est celle de l'homme de maintenant, le transhumanisme dont nous parlons. Bernanos s'effrayait du consentement très étonnant de la population à confier à l'État la prérogative de relever leurs empreintes digitales à des fins de surveillance, de maximiser leur sécurité. Je trouvais ça très étonnant et il y avait l'impossibilité désormais active de se cacher, de fuir. Ça, c'est une grande évolution dans la société moderne. Aujourd'hui, on pourrait s'étonner que 87% des utilisateurs de téléphones cellulaires, de téléphones mobiles, d'iPhone, utilisent le Touch ID, c'est-à-dire le relevé des empreintes digitales par des sociétés privées, pour déverrouiller leur appareil et trouvent ça tout à fait normal. Les téléphones cellulaires utilisent la reconnaissance faciale pour se déverrouiller. Donc, quelque part, on pourrait dire que les systèmes de surveillance étatique extrêmement performants développés par les États totalitaires sont un peu petits bras par rapport à ce que la Silicon Valley nous met volontairement entre les mains. Que font les 2,9 milliards d'utilisateurs Facebook quotidiens dont nous faisons tous partie? Enfin, mon premier, les gens, on met notre tête, on met notre photo de profil, de face, de profil, à la manière d'un snapshot, enfin, on s'identifie, on met notre identité. En parcourant, en scrollant un petit peu sur notre compte, on peut se rendre compte assez facilement de notre âge, de notre identité, de notre situation matrimoniale, de notre orientation sexuelle. On peut savoir assez facilement pour qui on a voté aux dernières élections, c'est facile. Donc, la capacité qu'on a, alors que personne ne nous le demande, mais nous oblige à le faire, à se ficher nous-mêmes, à délivrer notre identité, est quelque part assez inquiétante. Il en va de même pour les 3,7 milliards de recherches quotidiennes effectuées sur Google.
qui participe d'une façon tout à fait nouvelle de cartographier le monde, d'enregistrer les déplacements, de nous suivre à la trace, de nous tracer. En l'occurrence, par exemple, si vous avez été en Serbie en 2007, vous l'avez peut-être oublié, et votre application Google le sait. Elle s'en souvient. Vous pouvez d'ailleurs télécharger l'information, c'est assez facile, c'est un peu effrayant. Voilà, on pourrait se demander pourquoi ces GAFAM s'évertuent à nous siphonner à ce point nos données, à les accumuler comme ça, les enregistrer. Pourquoi faire? C'est pas seulement pour nous vendre des trucs, en l'occurrence. Hein. C'est pas uniquement pour affiner des logiciels publicitaires, des algorithmes qui permettent de cerner nos désirs. C'est surtout pour extraire ce nouvel or noir, cette ressource de l'économie de la connaissance que sont les données, puisées directement dans l'humain, dans nos cerveaux, dans nos têtes, qui est le carburant en fait de cette nouvelle économie de la connaissance. En fait, ça sert à nourrir les machines de deep learning qui elles entraînent les intelligences artificielles qui sont au cœur de l'économie de la connaissance et dont on a parlé plus tôt. Voilà, tout ça forme une nouvelle économie fluide, liquide, déterritorialisée, comme vous êtes non régulable, impossible de la réguler, qui fonctionne par flux constant, insaisissable, ça passe par les portes, par les fenêtres, une espèce de mouvement perpétuel, c'est une économie maritime qui ressemble à l'océan. On a l'impression qu'une sorte de mer d'information recouvre désormais la planète. Et comme l'écrivait ce navigateur britannique Sir Walter Raleigh au XVIIe siècle, cité par Carl Schmitt, qui en fait un principe de géopolitique élémentaire et très opérant encore aujourd'hui, qui domine la mer domine le commerce mondial, qui domine le commerce mondial possède tous les trésors du monde, et le monde lui-même. Moi, j'aurais envie d'ajouter, qui contrôle cet océan d'informations qui nous recouvre domine le monde. Parce que celui-là détiendra le véritable pouvoir, en l'occurrence le pouvoir par le savoir. Donc, on a affaire à une espèce de duplication du monde intégral qui passe aussi par les 500 millions d'utilisateurs d'Instagram qui délivrent à travers leurs images de plus en plus splendides, retouchées, retravaillées, une vision idéalisée, une réalité de plus en plus précise du monde. Donc, ça participe d'une déréalisation du monde, de sa falsification. En l'occurrence, on est même plus apparaître à ce niveau-là. On est dans une disparition du réel qui devient lui-même bidon. Tout ça participe en fait à fabriquer cet univers de substitution, de remplacement, qui s'appelle le métavers. C'est la réalité virtuelle alternative dans laquelle Mark Zuckerberg, le patron de Facebook, de Meta, très équilibré, comme vous le savez, essaye de nous transférer, de nous transvaser. J'attire votre attention sur le logo, enfin sur le titre de la nouvelle société qui abrite Facebook, Google, c'est Meta. Le logo de Meta, c'est le signe de l'infini, c'est un truc comme ça, qui est infini, enfin l'illimitation. On est dans le règne de la quantité. Là encore, vous êtes dans l'équivalent universel de l'argent, métaphoriquement, qui toujours peut s'augmenter d'une unité. Hein. Vous n'avez pas une somme maximale d'argent à partir duquel vous franchissez un palier, un plafond d'air et ça craque. Donc, on peut toujours augmenter le capital. Et là, en l'occurrence, la forme que prendra le capital dans cette espèce d'économie fluide de la connaissance qui est mise en scène par Facebook, ça va être le like qui va tout égaliser, au même titre que l'argent va tout égaliser. Plus de likes, ça veut dire mieux. Par exemple, une publication, quelle qu'elle soit, va être appréciée toujours de la même manière. Que ce soit une vidéo de décapitation, un coucher de soleil, une œuvre d'art de Léonard de Vinci, par exemple, vous allez toujours exprimer votre appréciation de cette publication de la même manière. Donc, ça va traduire quantitativement sa propagation, mais à aucun moment vous ne pourrez exprimer l'intensité de l'émotion qui vous traversera face à cette publication. Donc à partir de là, à partir de ce qui aura le plus retenu l'attention dans ce qui aura été vu sur Facebook, sur Instagram, sur les réseaux sociaux, Mark Zuckerberg pourra s'en servir comme une espèce de matière molle, une matière informe pour pouvoir construire, bâtir le métavers qui sera l'univers de substitution qui pourra réaliser tous vos désirs. Mais alors uniquement les désirs solvables sur le marché.
Parce que les désirs profonds, existentiels, matériels, qui vous habitent, ça, vous pouvez vous les mettre sur poutre, on s'en fout complètement, en fait. Hein. Donc tout ça, cette espèce de désincarnation, de grande désincarnation qu'on est en train de vivre, on peut considérer que c'est l'essence du monde libéral, un monde vidé de sa substance érotique et de sa chair. Ça peut se vérifier d'ailleurs sur la sexualité des jeunes, qui est très documentée. Hein. De plus en plus de chiffres, de rapports qui nous indiquent que la jeunesse se désintéresse de la vie, hein, de la sexualité, de la chair. Et donc on pourrait se demander pourquoi le capital tend de plus en plus à nous embarquer hors de la réalité, dans un monde virtuel. Pourquoi l'enjeu du présent est de déménager le sujet hors du réel? Ben moi, je vais vous dire, c'est simplement pour nous préparer à l'économie du futur, qui sera une économie immatérielle, parce qu'on a complètement détruit le travail physique et l'économie productive. On a ouvert les frontières, on a uniformisé toutes les sociétés, les pays, on a instauré une monnaie unique pour assurer la libre circulation des capitaux, des biens, des individus, des services. On a remplacé l'économie de l'autorité du patron, donc sa responsabilité aussi, par celle de l'actionnaire. Donc, finalement, quand vous travaillez, le patron n'a plus de relation directe, affective avec vous. C'est juste un intermédiaire entre l'actionnaire que vous ne connaissez pas et vous, l'actionnaire qui est peut-être dans un autre pays, sur un autre continent, qui vous connaît à travers les rapports qu'il aura de votre activité. Donc, quelque part, vous désincarnez l'élément de socialisation essentiel que constitue le travail dans la société. Moi, je pars du principe que on est, quelque part, dans le monde actuel, ce que l'on produit. Donc, si vous désintégrez le travail, quelque part, vous êtes perdu, vous n'êtes plus rien. Il y a aussi une volonté de rendre le capitalisme lui-même invisible par la délocalisation. Une volonté de le rendre automatique. On automatise énormément. Les chaînes d'assemblage, les caisses automatiques sont désormais robotisées. Il y a une robotisation aussi des tâches productives. Et en faisant ça, non seulement on détruit les emplois, mais on détruit également on détruit les conditions concrètes dans lesquelles vivent les individus. Avant, vous aviez des collègues, vous aviez un patron, vous pouviez vous organiser, vous engueuler avec votre patron. Si vraiment ça se passait trop mal, vous pouviez lui foutre. Ce n'est pas forcément la solution idéale, mais au moins vous avez une relation physique à votre environnement. Aujourd'hui, c'est le plus possible. Vous êtes en télétravail, chez vous, derrière votre écran, vous êtes seul. Quelque part, vous disparaissez parce que vous êtes retiré du social. Donc, puisqu'on ne produit plus rien, parce que ça a des effets très concrets sur le tissu économique, vous avez une paupérisation qui va bien au-delà d'un problème de pouvoir d'achat, dont les politiques aiment à parler de façon un petit peu méprisante. Vous avez une vraie paupérisation. C'est-à-dire, on a assisté, avec le mouvement des Gilets jaunes, par exemple, à l'apparition de ce qu'avant on avait aux États-Unis beaucoup, mais en France c'est pareil, des travailleurs pauvres, c'est-à-dire des gens qui ont 1, 2, 3, qui enchaînent parfois jusqu'à 3 emplois et qui ne parviennent pas à pourvoir à leur foyer le minimum vital pour assurer à leurs enfants une vie digne. En surpoids de la paupérisation, vous avez un phénomène qui est peut-être encore plus terrifiant, qui est la précarisation. Le monde devient mouvant. Vous ne savez jamais si votre travail va continuer d'exister demain. Peut-être que quelqu'un pourra vous remplacer. Peut-être qu'un ordinateur pourra vous remplacer. Peut-être que votre travail n'existera plus. Peut-être que vous serez obligé de travailler la rue, de faire des kilomètres pour en trouver un autre. Donc peut-être que vous serez obligé de quitter votre maison, de quitter votre pays. On est rentré dans ce que le philosophe, le sociologue américain Zygmunt Bauman appelle la société liquide. Je trouve que c'est un concept extrêmement opérant, la société liquide. Aujourd'hui, je vous en donne une définition comme ça de mémoire. En fait, la société liquide, c'est très simple. C'est une société dans laquelle les conditions concrètes de la vie des individus évoluent plus rapidement que la propre capacité qu'ont les individus de s'adapter à ces changements. Donc, les repères sont complètement détruits et les relations interpersonnelles, sentimentales, amicales, amoureuses sont rendues impossibles en fait, par absence de fondation stable. Donc, quelles sont les compensations symboliques que l'État va vous offrir par rapport à ça?
bah, l'État-providence va agir un petit peu de manière assez paradoxale, finalement, parce qu'on sait tous que l'État-providence est une conquête sociale de nos ancêtres, le Conseil de la Réunion nationale de la résistance, le Front populaire. Voilà, c'est un héritage qu'on a, mais aujourd'hui, il sert beaucoup plus les actionnaires et le capital que les travailleurs, parce que ça permet au capitalisme d'avancer et de dévaster, de tout ravager sur son passage, et à la fin, il vous fera simplement un chèque pour vous rembourser les dégâts matériels. Donc, la dévastation qu'il aura produit, quelque part, il n'en aura rien à foutre. Il pourra appliquer le principe de destruction créative que Schumpeter avait décrit dans ses écrits sans en assumer les conséquences. Bien que, bah, ils ont peur de nous, de plus en plus, hein, les élites ont peur de nous. Ils ont peur que notre colère, qui a pu s'exprimer à travers différents mouvements sociaux, de réaction face au nouvel ordre économique mondial, comme les gilets jaunes, la crise des agriculteurs, le mouvement face au contrôle sanitaire électronique, etc., ne se mettent au travers des avancées du capital et aussi des recherches transhumanistes, etc. Donc, vous avez de plus en plus, pour vous faire accepter ça, une solution qui est étudiée par des partis politiques de droite comme de gauche, mais aussi par des banquiers d'affaires, par des économistes libéraux, qui s'appelle le revenu universel. Voilà. C'est une façon de vous rendre complètement dépendant de l'État, une solution antidémocratique qui procurerait le minimum syndical, pourquoi pas 2000 € par mois à tous les citoyens, et à partir du moment où vous avez le loisir, bah, vous me foutez la blague. Vous pouvez avancer, développer nos technologies, si vous n'êtes pas content, vous le droit. En tout cas, on vous rendra complètement défendant, donc ça ne vous encouragera pas à vous révolter. On vous atomisera, produira du malheur. Donc c'est sûr que la bourgeoisie, c'est-à-dire la classe qui possède les moyens de production sur lesquels s'appuie le capital, était bien contente au départ, hein, si elle avait pu robotiser tous les cheminots pour éviter d'avoir des grèves, limiter les revenants sociaux, si elle avait pu remplacer à peu près tous les emplois productifs par des intelligences artificielles ou par des machines, elle aurait été très contente, mais là, on peut dire qu'elle est la première à flipper, la bourgeoisie, hein, parce que elle voit de plus en plus aussi ces emplois menacés, les emplois dits qualifiés du tertiaire, hein, experts comptables, analystes financiers, radiologues, graphistes, développeurs informatiques. Moi, j'en suis entouré de gens comme ça, dont une société qui s'appelle Gartner a prédit qu'à l'horizon de 2030, un tiers de ces boulots seraient complètement remplacés par des algorithmes, des intelligences artificielles dont les marges d'erreur seraient beaucoup plus réduites en réalité que celles d'un être humain. Donc je sais qu'il y a encore des braves conservateurs qui s'imaginent qu'il faut défendre les libertés économiques contre le spectre du communisme qui avance comme ça, mais il faut savoir que le capitalisme est tout sauf conservateur et national. Il déteste les structures claires. C'est un processus révolutionnaire, le capitalisme, qui détruit absolument tout ce qui passe parce qu'il a besoin justement de faire constamment tabula rasa pour voir de nouveaux marchés. Schumpeter, dans la destruction créative, avait très bien décrit ce processus. Donc, comme la bourgeoisie est de plus en plus en panique, bah, elle a tendance à se rabattre sur le contrôle de l'État. En France, 50% du capitalisme, grosso modo, est complètement adossé à l'État. C'est comme ça que vous avez les citoyens qui ont été fonctionnaires toute leur vie et qui pourtant possèdent 8 millions d'euros sur leur compte en banque. Il suffit de vous inscrire dans tel ou tel jardin d'enfants à Paris, de faire les grandes écoles qui vous préparent à l'administration, à la gestion de l'État. En France, si vous voulez faire fortune, c'est pas du tout en montant une chaîne de fast-food, en embauchant un type, en ayant une idée géniale, en proposant un objet sur le marché de prix. Non, c'est vraiment par l'État que vous allez faire fortune. Mais l'État, du latin status, hein, c'est la structure pérenne par excellence. Ça bouge pas, l'État. Donc, il faudrait pas s'imaginer que le principe de destruction créatrice de Schumpeter, inhérent au capitalisme et à sa mécanique, ne finisse pas par ravager complètement les structures pérennes de l'État. Ça porte un nom, cette destruction. S'élève à 20 milliards de dollars. 95% de son patrimoine, au moment où j'écrivais mon livre, à hauteur de 118 milliards de dollars, sera transféré dans la recherche médicale.
SpaceX, la société d'Elon Musk, transhumaniste bien connu, est devenu le principal fournisseur de satellites de la NASA. La fusée Blue Origin de Jeff Bezos est devenue à la pointe avancée de la conquête spatiale. C'est de moins en moins les États qui font ça. C'est la société privée. Jeff Bezos qui prévoit d'envoyer 1000 milliards d'êtres humains dans l'espace grâce à des utérus artificiels. Ils vont fabriquer des clones à la chaîne pour les expédier dans l'espace et coloniser l'espace. Il faut savoir que ces trois énergumènes financent les principales ONG de lutte contre le réchauffement climatique. Donc, ce que l'on appelle la transition écologique, c'est un truc complètement piloté par les milliardaires. Donc, j'insisterai sur le fait que le problème n'est pas d'ordre moral. C'est-à-dire, ils sont sûrement très sympathiques, ces gens, ils sont très amènes, ils ont sûrement de très bonnes idées, pour l'humanité entière. Je ne leur ferai pas le procès de vouloir du mal, mais le problème pour moi est surtout démocratique, parce que je suis français, je considère que c'est pas à Bill Gates de dicter la politique de santé de nos pays. C'est un problème de souveraineté, avant tout. Donc, un système qui produit de telles concentrations de richesses entre les mains d'un nombre d'individus aussi limité, par définition, ne peut pas être démocratique, parce que, comme on l'a vu, le véritable pouvoir est économique. C'est-à-dire quelqu'un qui possède 118 milliards sur son compte en banque a une capacité de nuisance, en tout cas d'action, bien supérieure à celle de quelqu'un qui aurait 300 000 soldats à lever dans une armée. Donc, les leviers de puissance que ces entreprises confèrent aux États sont tellement importants que jamais les lois antitrust n'ont pu être appliquées par les gouvernements américains jusqu'à présent sur Facebook, sur les GAFAM, parce que normalement, ces sociétés sont des concurrents légitimes de l'État. Les lois antitrust ne peuvent pas s'appliquer sur eux. Donc, désormais, vous êtes vraiment sur un marché qui fait la loi et qui norme les comportements. Et ça porte un nom idéologique, ça s'appelle le libéralisme, qui, qu'on le veuille ou non, est aujourd'hui l'idéologie dominante. Et qu'est-ce qu'une idéologie dominante? Karl Marx l'a très bien expliqué à l'époque. C'est tout simplement l'idéologie de la classe dominante. Excusez-moi, je reprends tout. Je vais vous dire en quelques mots ce que c'est que le libéralisme, parce que c'est un terme très dévoyé, très démodélisé. Au bout d'un moment, à force de l'employer, on ne sait pas très bien ce que c'est. Il n'y a pas un monsieur libéral qui a inventé l'idéologie libérale, comme il y a un monsieur Marx qui a inventé le marxisme. C'est une idée qui s'est formée à partir de plusieurs penseurs, à des époques différentes. Ça a suivi un processus évolutif. Mais je me baserai, en réalité, pour vous en parler, sur l'anthropologie du libéralisme, à travers un auteur extraordinaire qui s'appelle Thomas Hobbes, auteur d'un ouvrage paru en 1651 qui s'appelle Léviathan, qui est un petit peu une pierre angulaire du libéralisme. C'est un ouvrage monumental, un peu monstrueux, décrit un système pyramidal. Donc vraiment, je vous recommande la lecture, et qui part d'un fait anthropologique. Il décrit un homme, au moment des guerres de religion, mu par une peur corporelle. C'est le terme qu'il emploie. Une peur corporelle d'être agressé, violé, malmené, victime de vol par son voisin. Une société extrêmement dangereuse et hostile. Un homme isolé. Et c'est cet homme isolé, apeuré, qui va accepter de renoncer à son pouvoir de nuire pour se mettre sous la protection de l'État, qui vont faire un citoyen. Vous voyez l'anthropologie de départ de Thomas Hobbes, du libéralisme. C'est pas par Hannah Arendt l'avait très bien vu, et Aristote avant lui. Enfin, on sait que nous sommes des animaux sociaux, nous sommes avant tout mus par des besoins affectifs, mais le libéralisme ne pense pas du tout ça. En fait, c'est mu par la peur que nous constituons comme citoyens. Donc, protéger. Hannah Arendt avait très bien vu que cette vision anthropologique était fausse, parce que si l'homme était vraiment tel que Thomas Hobbes le décrivait, on serait tout simplement incapable de former un corps politique. On serait incapable de se réunir dans cette salle de manière désintéressée pour m'écouter parler de transhumanisme. On ne vivrait que par le truchement d'échanges intéressés, de marchandises, de services. D'ailleurs, c'est ce que pensait Adam Smith, un autre penseur cardinal du libéralisme.
Dans la théorie des sentiments moraux, Adam Smith postulait qu'une société pouvait tout à fait fonctionner, tout à fait naturellement, sans que ses habitants aient de liens affectifs, historiques ou autres entre eux, simplement par l'intermédiation des échanges de marchandises. Margaret Thatcher elle-même, toute conservatrice qu'elle était, disait qu'il n'y avait pas de société, seulement des individus et des familles. En réalité, dans une logique libérale, la liberté de l'individu n'est pas de participer à la marche de son pays, mais de se soustraire à la société pour pouvoir poursuivre ses buts propres. C'est là que s'exerce sa liberté. Donc vous avez plus de groupes sociaux, plus de communautés, plus d'entités collectives, plus de classe sociale, plus rien entre l'État et vous. Donc plus de conflictualité. S'il n'y a plus de conflictualité qui est l'essence du domaine politique, vous n'avez plus de politique. Tant que l'État vous protège dans votre sécurité, dans vos intérêts, vous laisse faire votre petit business et met en place une police pour éviter que vous fassiez égorger, quelque part, vous vous en foutez de la politique. L'individu se fout de tout. Il n'a pas à s'occuper de politique, puisque seuls ses intérêts doivent être protégés. Donc cette dépolitisation induit l'autonomisation de l'État, c'est-à-dire, et vous pouvez le constater tous les jours, un État qui échappe au contrôle des citoyens qui s'en désintéressent. Et cette dépolitisation, cette autonomisation rend possible la subversion de l'État par le pouvoir économique. Donc à partir de là, s'il y a un truc déconne dans la société ou dans vos vies, la solution sera technique. Et par définition, un problème technique n'a qu'une seule solution, comme dirait l'autre. Si à votre joint de culasse qui pète, vous n'allez pas vous réunir et délibérer, vous engueuler pendant 1 heure pour savoir comment vous allez le réparer. La solution, c'est de le réparer. Et en l'occurrence, la solution technique, invocatoire, qui sera toujours la même, que proposeront les libéraux, ce sera de l'argent. S'il y a une faillite de l'hôpital public, si vous avez des soignants qui souffrent et qui crient leur désespoir de voir l'institution à laquelle ils ont consacré leur vie se déliter complètement, bon, on va les écouter 2 minutes, on va mettre de l'argent. Par exemple, si l'école se casse la gueule parce que les enseignants sont respectés, on va mettre de l'argent. Si les services publics se détradent, on va mettre de l'argent. Et si vous avez des angoisses existentielles quant à un changement funeste de civilisation, si vous avez un sentiment qu'il y a une destruction du travail, une perte de dignité dans votre travail, vous avez l'impression qu'il y a un grand remplacement, c'est-à-dire une subversion démographique du peuple historique de votre pays, vous sortez dans la rue, vous avez l'impression de changer de continent, vous ne reconnaissez plus votre pays, vous vous sentez mal, si vous avez peur de l'avenir, si vous avez peur de l'avenir de vos enfants, si vous êtes angoissé, la solution sera la même. On vous donnera de l'argent et comme ça vous nous foutrez la paix. Vous nous laisserez avancer notre agenda technologique. Donc, puisqu'on est ce soir dans un cadre de souveraineté, je voudrais insister sur quelque chose que je pense du plus profondément. Je pense que le premier facteur de dissolution et de perte de la souveraineté est avant tout l'extraordinaire puissance toxique de l'argent en règlement des problématiques sociales. Le sujet anthropologique du libéralisme, l'homo economicus sur lequel s'appuie la révolution culturelle transhumaniste, ne va pas très bien en réalité. On est rentré dans la société du kit de la mondialisation numérique. Donc toute attache affective est bien un petit peu difficile à dénouer, sera un fardeau qu'il va falloir s'apprêter à jeter par-dessus bord. Il va falloir que l'individu voyage léger, quelque part. Donc vous allez plus être encouragé du tout à vous marier et vous mettre en union civile, qui sera une union administrative, un peu comme de prendre une nationalité. Ce sera un bout de papier qui va donner à n'importe quel pot de fleurs qui aura envie de devenir français et qui va vous donner des droits, qui éventuellement pourra rayer d'un trait de plume si vous conduisez mal, pourra vous refiler si vous conduisez bien. Je veux dire, toute relation sociale désormais sera conditionnée par l'intérêt économique, l'échange économique ou alors le contrat juridique. En fait, tout sera une affaire de contrat et de marché. Et effectivement, aussi, on n'a plus très envie de faire de bébés aujourd'hui en Europe. Au moment où j'écrivais mon livre, le taux de fécondité de l'Europe était tombé à 1,59 enfants par femme. La GPA, par exemple, depuis 2018, a été adoptée au Danemark, aux Pays-Bas, en Grèce, en Russie aussi, au Canada. Bon, encore heureux, chez nous, en France, les enfants du monde ne sont pas encore tout à fait à vendre, mais pourtant, ça va venir. Et depuis le 3 juillet 2020, on peut avorter pour cause de détresse psychosociale. C'est-à-dire qu'on
votant ce motif psychiatrique, désormais, vous pouvez décider de transformer votre embryon en chair à saucisse au bout de 9 mois si vous estimez que vous ne pouvez pas assumer de lui donner naissance et lui conférer une éducation et de l'amour. L'euthanasie est en débat dans la plupart des pays développés, parce qu'aussi, quand on se sera débarrassé des enfants, on se sera débarrassé aussi des vieux. Hein, parce que c'est quand même l'individu qui doit être au centre de tout. La famille, c'est une notion un peu archaïque qui peut dépasser, on va la remplacer par le couple qui est plus fluide, plus mobile, plus adapté aux enjeux de la mondialisation. La propriété est également remise en cause par beaucoup d'économistes. Vous avez un type qui s'appelle Thomas Piketty qui publie des très gros ouvrages visant à remplacer la propriété de votre atelier, boulangerie, petit commerce, etc. par une propriété sociale temporaire. Pas très bien ce que ça veut dire. Je ne vais pas détailler, mais c'est un peu l'idée. Vous avez Klaus Schwab aussi qui vous assène que bientôt vous ne posséderez rien, mais vous serez heureux. Les comportements sexuels aussi semblent engagés dans une voie de relativisation. On assiste entre 2010 et 2020 à une multiplication par 10 du nombre de transgenres. Bon, je trouve ça un petit peu étonnant, en fait, cette augmentation du nombre de transgenres. Vous en avez une bonne partie qui détransitionne, qui retransitionne, avec fluctuations et d'incertitudes sur leur identité sexuelle, et beaucoup, au cours de leur vie, vont continuer de conserver une forme de transidentité indéfinie. Vous avez à peu près 15% des 18-30 ans qui se reconnaissent comme non-binaires, c'est-à-dire c'est une catégorie apparue sur les réseaux sociaux vers 2014, des gens qui ne se reconnaissent dans aucune des deux dichotomies couramment acceptées, en fait, ils sont ni hommes ni femmes, ils sont rien, quoi. Donc ça, c'est encore une illustration de la pénétration de la culture numérique jusque dans la vie intime, jusque dans la sexualité des individus. Donc c'est bien une façon de vous dire que cette culture numérique vous transforme. Vous avez aussi comme mode de vie des digital natives, qui sont des gens bizarres qui se baladent d'un pays à l'autre et qui sont à la fois de partout et de nulle part. Ils sont partout chez eux, ils ont des pieds-à-terre partout. Donc ce sont des gens qui appartiennent pas forcément aux classes dominantes, souvent des classes moyennes modestes en plus, mais qui ont complètement adopté cette culture de l'hybridation qui a été fabriquée sur mesure par les classes dominantes qui veulent se sentir partout chez elles, et qui s'étonnent d'ailleurs que les milieux que nous sommes aient tant de difficultés à vouloir les éviter. Donc vous avez une destruction de la culture du travail, vous avez une dissolution des repères culturels. Donc, vous avez une fatigue à vivre, une ataraxie qui commence à se faire de plus en plus sentir dans la population. Comme je l'ai dit précédemment, l'homo economicus ne va pas très bien. Il suffit de regarder les statistiques des dépressions. Vous avez un Français sur 3 qui est sous psychotrope. C'est-à-dire thymorégulateur, antidépresseur, anxiolytique, benzodiazépine, etc. Une personne sur 3 que vous prenez dans la rue, c'est statistique. Et sous cachet. Voilà, c'est assez normal, parce que la vie est la plus abstraite, sans lendemain, c'est souvent une espèce d'alternance, de balancier, de mission, de période d'activité. Vous avez une absence de projection, parce que dans une société liquide, numérique, c'est très difficile de se projeter. La plupart, vous allez vivre comme un animal. Qu'est-ce qui nous différencie de l'animal? C'est notre capacité à nous projeter dans l'avenir, à faire des projets, envisager au-delà de nous-mêmes, alors que là, vous êtes occupé uniquement par votre survie quotidienne. Vous n'avez plus de projection historique sur le plan existentiel. Donc, vous êtes pris dans ce que le sociologue et philosophe Alain Benoît a appelé de manière très pertinente la forme capitale. Puisque la forme capitale, très simplement, de manière très abrégée, c'est en gros une matrice de maximisation de vos plaisirs au quotidien. Ça va être le seul objectif de votre vie quotidienne, ça va être de maximiser les petites jouissances comme ça que vous allez disséminer un peu toute la journée, avec seulement comme contrepoint, comme principe de réalité, la contrainte un peu désagréable de devoir aller travailler pour gagner votre vie, quoi. Donc ça va être ça, c'est ça la vie qui prépare l'avenir du capitalisme. Donc vous allez sans arrêt travailler par une espèce de démangeaison du désir, vous ne serez pas franchement malheureux, vous ne serez pas en crise, vous n'allez pas vous rouler par terre, hein.
mais vous serez toujours un peu mécontent, quoi, dans un espèce d'état de désir en permanence inassouvi, insatisfait. Euh, Partout où vous irez, d'ailleurs, ce sera pareil, vous serez exposé aux mêmes incidences, vous verrez les mêmes pratiques culturelles, parce que le monde s'uniformise. Vous verrez que la matrice qui forme les individus est partout un peu la même, en fait. Hein. C'est pour ça que vous avez croisé souvent quand vous voyagez, ce que j'appelle cet homme ahuri des aéroports, des sujets anthropologiques très indéfinis, très bizarres, un peu asexués, enfin, en tout cas indéterminés, ni victimes, ni prédateurs, traqués, traquant les biens de consommation comme ça de manière un peu hypnotique et aveugle. Pasolini avec une femme dans les années 70 en Italie avec l'apparition de la société de consommation. Il disait que la société de consommation, en gros, elle avait violé l'âme du peuple, elle l'avait saoulé, elle l'avait écrasé, en fait, elle avait détruit l'âme du peuple. Qu'est-ce qui reste finalement que vous avez détruit là? Vous avez détruit la culture populaire, vous avez détruit les classes populaires, vous avez également détruit la classe cultivée, donc il va rester une espèce d'immense classe moyenne mondiale qui est dans plus débile, la moitié dégénérée, et à côté de ça, une petite élite qui va conserver jalousement ses privilèges éducatifs à travers ces écoles privées et tout, dans lesquelles ils foutent leurs gosses, bien pratique. Vous aurez 10% d'élites toutes puissantes, avec des outils intellectuels extrêmement performants pour vous dominer, et vous aurez 90% de gens à la fois très polyvalents, ils sauront commander une pizza sur Uber Eats. Ça, c'est pensé par une classe dirigeante qui sont soumises aux acteurs économiques pour pouvoir adapter les individus aux impératifs du marché. Vous êtes aujourd'hui dans un système qui n'est plus un système de production et d'épargne, mais c'est un système qui repose beaucoup plus sur la consommation que sur le travail. Donc, vous avez besoin de créer un sujet neutre, infantile. L'enfant, le seul gosse sera l'idéal type, en fait, de la société de consommation. S'il sera intolérant à la frustration, sera capable de changer de lieu, d'apparence, une sorte de petit pervers polymorphe, d'appétence, d'identité et même de sexualité au gré de l'offre du marché. En fait, ils ont de plus en plus intérêt à ce que vous soyez les enfants toute votre vie. Et le système éducatif, l'instruction publique a été l'outil le plus efficace et le plus opérant de cette transformation de l'individu. Comment le système va t'y prendre? Vous avez des enfants, vous savez comment ça se passe à l'école. Des gens ne veulent plus rien l'apprendre. On ne va plus lui apprendre la grammaire, l'orthographe, les savoirs fondamentaux, l'histoire de son pays, d'où il vient. Vous allez abolir toute chronologie, toute géographie. Vous allez tout mélanger, vous allez liquider la hiérarchie entre l'enfant et l'adulte, vous aurez le prof qui va apprendre en même temps que l'élève. Enfin, en gros, vous allez complètement le paumer, le gamin. Puis, quand vous l'aurez bien paumé, vous allez le traumatiser. Vous allez lui parler de la colonisation, de la Shoah, vous allez lui communiquer une vision irrationnellement sombre du passé de votre civilisation, qui va être une espèce de longue suite de déprédation, de meurtres, de pillage, d'exploitation. Regardez, vous avez détruit les sociétés primitives, déracisées, etc. Donc vous allez juger, vous allez leur apprendre à juger leur passé. Ils vont pas le connaître, ils vont le juger. Donc après, une fois qu'ils l'auront bien jugé, ils vont l'effacer. Et qu'est-ce qui va en rester? Puisque vous allez leur dire que leur passé, c'est une horreur, bon, en définition, l'avenir, c'est génial. Parce que c'est forcément mieux que cette horreur qu'on est issu historiquement. Donc, à la fin, non seulement votre gamin va avoir beaucoup de mal à se concentrer parce que vous l'aurez paumé, vous l'aurez traumatisé, vous l'aurez tapé vraiment sur la tête avec jusqu'à la commotion cérébrale qui sera complètement hagarce, quoi. Mais en plus, il va se croire infaillible et d'une supériorité morale incroyable à tout ce qui précède. En fait, il va plus du tout respecter les adultes. C'est comme ça que vous voyez ces espèces de jeunes à la fois empotés et arrogants qui sont capables de parler des pères de famille comme s'ils étaient les dernières des merdes, peut-être qu'ils ont toute la vie pour eux. C'est le système éducatif qui fabrique cette arrogance vis-à-vis du passé, vis-à-vis de la civilisation. Ce qui est encore plus embêtant, c'est que ça va fabriquer à grande échelle des narcissiques, des pervers. Mais ça, la société de consommation en a besoin. Qui va mépriser tout ce qui va se mettre en travers de lui, l'autorité, la culture, à la limite dans le lot, vous aurez quelques bons élèves, des espèces
bulbocrânes qui vont se mettre à accumuler des connaissances en quantité, de manière un petit peu mathématique, comme ça. Donc à la fin, en gros, en résumé, vous allez avoir une population de plus en plus débile. Vous allez avoir une baisse au niveau général qui va également affecter les élites. Hein, il suffit de regarder un petit peu cette vidéo atroce, vous voyez, c'est une ministre de l'éducation en train de faire déjà, là, avec un verre à moitié galvanisé, voilà, on voit que, bon, c'est sûr que nous, on a été énormément abrutis et acculturés par le système éducatif et par la culture numérique, mais il semblerait que les élites soient aussi très attentes. Donc, vous allez avoir une société de plus en plus complexe et des citoyens de plus en plus incapables de l'administrer. Donc, les solutions que proposent les GAFAM seront pour combler ces manquements, puisqu'on ne sait plus écrire, compter, penser, etc. Des correcteurs orthographiques, des claviers autocomplétifs, ChatGPT pour vous appuyer dans vos raisonnements, des machines à calculer si vous n'avez pas faire une addition, soustraction, multiplication, division, des traducteurs que vous pourrez utiliser sans maîtriser aucune langue, d'ailleurs. Donc, qu'est-ce que vous voulez foutre à un moment donné avec une génération qui consomme des outils récréatifs sur écran, Netflix et compagnie, environ 3 heures par jour en maternelle, 5 heures par jour en primaire, et 7 heures par jour. Ben, la solution est toute trouvée. Peut-être la puce électronique d'Elon Musk va s'imposer comme solution technique pour augmenter le quotient intellectuel général de la population qui va avoir un peu de mal à suivre. Je parle de... Merci, désolé. Ce qui est intéressant quand on écoute le discours des transhumanistes, en premier lieu, Laurent Alexandre, ce n'est pas que le système éducatif a été détruit, hein, ça il le nie complètement. C'est que le monde est devenu beaucoup trop compliqué pour nous. Pour ça, la puce électronique, l'implant intracérébral d'Elon Musk visant à augmenter mécaniquement nos capacités cognitives, va bientôt s'imposer comme un atout d'égalité dans notre société. L'égalité. Très bon concept. Hein. En France, on est assez attaché au principe de l'égalité. Mais il va falloir se méfier de l'égalité, hein, parce que ça va être un petit peu, je pense, je crois, je crains, l'étendard avec lequel va s'imposer l'idéologie transhumaniste dans les prochaines années. Bon, je voudrais le principal promoteur du transhumanisme en France, parce que beaucoup plus qu'un capitaliste, beaucoup plus qu'un transhumaniste, pardon, c'est surtout en fait un capitaliste, quoi. Il est juste un petit peu plus transgressif et en avance que nos élites. Ouais, il a une capacité d'analyse, il a un temps d'avance, mais finalement c'est la même idéologie techno-libérale qui est partagée par Macron, par le gouvernement et tout. Donc sa dernière connerie, là, c'est vraiment d'essayer de faire rentrer dans la tête de nos dirigeants qu'il faudra apprendre à prompter nos gamins à l'école. Je vois difficilement comment on peut apprendre à prompter si on n'apprend pas d'abord à raisonner, si on n'a pas une bonne grammaire, un bon orthographe, si on n'a pas des capacités qui s'acquièrent d'ailleurs par le système éducatif pour raisonner, mais bon, il faut apprendre à prompter. Donc c'est des gens qui pensent qu'il ne faut pas restaurer le système éducatif d'avant. Hein. C'est pas la solution, mais ils pensent qu'il faut l'abattre. On va appliquer le principe de destruction créative. Pour tout le monde doit s'y mettre. Hein. Il faudra suivre les progrès de l'IA. L'IA sera bientôt un outil éducatif comme un autre, en fait. D'ailleurs, le progrès de l'IA s'accélère. Hein. Vous l'avez vu au cours de ces derniers mois, même selon le principe bien compris de Frankenstein, de Mary Shelley, la créature dépasse le créateur. Elon Musk lui-même demande un moratoire sur l'IA, parce qu'il essaye surtout de rattraper son plat, parce que OpenAI, l'autre société qui développe ChatGPT, est très très en avance sur les transformateurs génératifs peu entraînés que développe Elon Musk. Et à côté de ça, pour que l'humain puisse être complémentaire de l'IA et puisse ne pas se faire complètement déborder par cette espèce de Terminator que va devenir l'IA, il va essayer, à l'horizon de la fin de la décennie, de commercialiser, de terminer de développer l'implant Neuralink, qui vise donc, comme je vous l'ai expliqué, à augmenter nos capacités intellectuelles. Donc tout ça n'est pas de la science-fiction, puisque le 19 février 2024, le premier cobaye humain de Neuralink a été implanté. C'est pas encore au point. Pour le moment, ça va servir à combler
des difficultés qu'ont les gens atteints de maladies neurodégénératives comme l'Alzheimer, par exemple. Ça va servir de secours à des difficultés de langage, et d'ici la fin de la décennie, ça devrait pouvoir servir à augmenter notre QI. Donc, je pense qu'il va falloir s'enlever complètement de la tête très rapidement que ça ne se passe que chez nous. Ces mouvements technologiques sont suivis absolument partout sur la planète. Bernanos l'avait vu dès la fin des années 40. Les régimes jadis opposés par l'idéologie sont maintenant unis par la technique. En Chine, dans la Chine communiste, vous avez les BATX, c'est-à-dire Baidu, Alibaba, Tencent, Xiaomi, qui fonctionnent exactement en miroir des GAFAM, qui sont Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft. Vous avez des laboratoires chinois qui travaillent sur les sources génétiques de l'intelligence, parce qu'on sait depuis les travaux de Plumé que vous avez à peu près 60% de vos capacités cognitives qui sont absolument de ressort génétique et totalement héréditaires, ce qui laisse une large place au hasard, à l'épigénétique, à la culture, etc., mais c'est quand même conséquent. Donc, il y a une hérédité de l'intelligence, et le but des recherches des laboratoires chinois est d'aboutir à un test génétique qui va permettre bientôt aux jeunes couples de sélectionner par la fécondation in vitro les meilleurs embryons possibles et ainsi d'augmenter les notions intellectuelles générales de la population. Ne croyez pas que ça fasse peur à la population, parce que statistiquement, 50% des Chinois répondent à des sondages en expliquant qu'ils sont tout à fait d'accord pour augmenter artificiellement le quotient intellectuel de leurs gamins, pour leur offrir un bel avenir, par les thérapies géniques ou les implants intracérébraux, peu importe, mais ils sont tout à fait d'accord pour faire ça. Donc, si vous avez un seul et même système sur l'ensemble de la planète, fondé sur l'axiomatique de l'intérêt économique et du progrès technologique, sur l'accumulation du capital, vous avez un seul et même truc qui gouverne tout, donc la liberté politique, c'est fini, parce que vous avez une espèce de compétition internationale entre les différents États qui se fait sur un terrain commun, qui est le terrain du marché. Donc, en France comme en Europe, nous, on est dans la soumission et dans la vassalisation. Comme toujours, on n'est pas du tout la pointe avancée de ce phénomène. D'autres puissances s'en occupent très bien à notre place. Nous, on essaye de réguler un peu le truc par des comités d'éthique, etc. Mais c'est quelque chose qui nous échappe complètement, dont on ne veut pas et dont on ne peut d'ailleurs pas sortir. Et on va s'y mettre avec un peu de retard sur les autres. Et on va s'y mettre aussi. Je le sens. Je vous dis ça surtout pour vous enlever de l'esprit que ça n'adviendra pas. C'est en train d'advenir. Tout ce que je vous raconte est factuel. Et on vit de toute façon dans un système qui rend structurellement tout ça inévitable. Aucun homme politique aujourd'hui ne peut décemment proposer une rupture radicale avec ce système. On ne peut pas en sortir. Donc à partir de là, on peut considérer qu'il n'y a plus de politique du tout. S'il n'y a plus de solution politique, on va faire de la gestion. On va gérer. Voilà. C'est pour ça que vous assistez depuis notamment, spectaculairement depuis la crise sanitaire, à la montée en puissance dans les médias du discours des experts, des scientifiques, des spécialistes, des médecins, des juristes, des économistes, des techniciens, dans la gestion des problématiques sociales. Vous êtes dans une technocratie, le règne de la technique. Vous avez des gouvernements qui sont obligés de demander à des cabinets de gestion privée comme McKinsey des conseils de gestion pour savoir comment ils vont gérer les problèmes qu'exprime leur population. Il semblerait que le peuple gêne. C'est toujours l'épine dans le pied, le peuple qui se met au travers de l'agenda techno-capitaliste. On peut considérer le mouvement des Gilets jaunes, qui est un mouvement d'une importance historique, comme le soulèvement du peuple du travail face à la grande dépossession en cours. Ce mouvement a eu la spécificité historique d'exprimer des enjeux qui dépassaient très largement le cadre de pensée que nous procure le capitalisme et la société libérale. Les Gilets jaunes ont exprimé des enjeux existentiels, c'est-à-dire non négociables. Et c'est pour ça que les élites ont complètement paniqué, parce qu'ils adorent nous parler d'argent, ils adorent régler les problèmes à plus de 17 milliards, la valise de Macron, voilà. Mais quand ils ont compris que les revendications des Gilets jaunes n'étaient pas uniquement du ressort matériel, là, ils ont eu très peur et ils se sont mis à réagir avec une très grande violence. Parce que les Gilets jaunes ont exprimé
des problématiques comme la paupérisation dont on a parlé, la précarisation, la destruction du cadre de vie. Il était aussi question du grand remplacement, d'ailleurs, qui est un enjeu existentiel majeur chez certains. Une dépossession, une dénaturation de leur cadre de vie. Et on leur a répondu simplement en leur parlant de chiffres. C'est tout ce que le capitalisme sait faire. On avait des gouvernements qui leur parlaient de pédagogie. On va faire de la pédagogie, on va mieux vous expliquer ce qu'on essaie de faire. Tu ne comprends pas une façon de traiter les choses d'abrutis. Vous avez des CAP de soudeur, vous avez pas de blague, vous manquez d'instructions, etc. Donc, on voit que le cerveau, l'âme du peuple, résiste à l'agenda techno-capitaliste. Donc, il est possible que les puces électroniques dont on a parlé s'imposent dans l'esprit des élites radicalisées bientôt, comme la solution technique pour régler les problèmes du peuple définitivement. Comme le disait avec ironie Laurent Alexandre, peut-être que les implants intracérébraux seront l'équivalent 21e ce qu'a été l'hygiénisme pasteurien au 19e siècle. Les bourgeois ont voulu imposer la vaccination aux pauvres parce qu'ils avaient peur de leurs microbes, et peut-être que les élites radicalisées, demain, tenteront d'imposer les implants intracérébraux à la population pour effacer certaines mémoires historiques, certains réflexes qui se mettent vraiment en travers de leur agenda. C'est tout à fait possible. D'ailleurs, les manifestations qu'il y a eu par rapport au contrôle sanitaire électronique ces derniers temps ont montré que peut-être que par hubris, par irresponsabilité, par sottise aussi, peut-être par ignorance de ce à quoi ils avaient affaire, le pouvoir pourrait nous conduire vers des troubles assez importants qui pourraient chez certains aller jusqu'au sacrifice de la vie, parce que quand on touche à des limites ontologiques, c'est-à-dire des choses qui sont vraiment pas négociables, les enjeux économiques, de toute façon, c'est des choses sur lesquelles on peut discuter. Les élites adorent ça parce que c'est eux qui détiennent l'argent. C'est trop facile quand on détient les moyens de production d'être sur le terrain propice pour négocier. Mais quand on touche vraiment à des limites ontologiques, par exemple, moi, je pense que je n'accepterai pas certains tournants que prendra la société. Par exemple, il est hors de question que je vive dans un pays où on peut vendre, marchandiser, contractualiser des enfants. Ça, c'est pas possible. Je vis pas dans un pays où la GPA est autorisée. C'est quelque chose, je pourrais descendre dans la rue pour ça et m'énerver vraiment. Je pense que beaucoup de gens seraient en capacité de s'énerver presque autant que moi. Et peut-être de pousser le bouchon beaucoup plus loin que ça a été le cas pendant les Gilets jaunes. Je crains que quand on commencera à essayer de nous enfoncer des puces électroniques dans le cerveau pour essayer d'effacer nos souvenirs ou de changer la structure de notre être, il y a des gens qui pourraient aller jusqu'au sacrifice de leur vie. Donc je pense qu'on va vers des groupes assez importants et j'espère que soit on changera de gouvernement, soit ceux qui nous gouvernent par peur, si on arrive à leur faire peur suffisamment, deviendront peut-être un peu plus raisonnables. Parce que c'est pas seulement d'une augmentation de nos capacités, ce qu'il s'agit, c'est de changer la nature humaine. Les transhumanistes, sachez-le, sont beaucoup plus des lecteurs de Michel Foucault que de Karl Marx. Michel Foucault était quelqu'un qui pensait que l'homme allait disparaître, qu'il n'existait pas en fait. Michel Foucault est un des plus grands auteurs structuralistes. C'est quelqu'un dont je fais une lecture extrêmement critique dans mon bouquin, mais qui est l'un des plus grands intellectuels français des années 60-70. Il a une plume extraordinaire, une puissance d'invasion et d'éducation dans ses idées qui est hors du commun. D'ailleurs, sa publication dans la Pléiade est largement méritée. Mais il faut savoir que c'est vraiment un auteur qui va dans la plus extrême déconstruction et qui est le livre de chevet, vraiment l'auteur de chevet, des transhumanistes. Dans Les mots et les choses, qui est vraiment son chef-d'œuvre, je pense, il estime que l'homme, Michel Foucault, est avant tout le fruit d'une évolution où se succèdent différents états. En gros, nous sommes des figures transitoires, des mutants, ou devenir hétéronome et insaisissable. L'héritage structuraliste de la pensée transhumaniste postule que nous sommes des êtres informationnels,
Nous sommes le fruit d'une espèce d'empilement arbitraire et aléatoire de petites briques d'informations qu'on peut tout à fait déplacer de manière, voilà, on peut déplacer, altérer, déconstruire, moduler, changer, reprogrammer, en fait, comme si nous étions simplement un programme des êtres informationnels. Que toutes les idéologies totalitaires, fascisme, communisme, transhumanisme, structuralisme, part toujours de l'idée qu'il faudrait créer un homme nouveau. Il y a l'hypothèse de changer le système social pour modifier la nature humaine. Il y a aussi créer un homme nouveau qui purifierait ou régénérerait complètement le système social. C'est toujours la même logique. En fait, l'homme est imparfait, il est pas au point, il est obsolète. En l'occurrence, dans une perspective transhumaniste, on va l'améliorer. En l'occurrence, par l'eugénisme positif. Et si je vous ai fait ce long exposé pour vous expliquer un petit peu tout ce qu'il y avait en amont de ce transhumanisme, ce portrait anthropologique assez sombre que j'ai réalisé ce soir, c'est pour vous dire que je crains fort que seule une minorité s'oppose à ça. Les gens, en réalité, risquent de le réclamer. Vraiment. En tout cas, une majorité des gens. Parce qu'on a été vraiment très, très longuement préparés à ça. Et si vous refusez, vous êtes un monstre, hein, une sorte d'ennemi du genre humain. Il y aura deux camps, en fait. Il y aura ceux qui seront pour, et ceux qui seront contre. Et ceux qui seront contre, et vous savez comment on traite les ennemis de l'humanité. Hein. On les diabolise, on les invisibilise, on les infériorise aussi, on les traite d'abrutis, de gens qui ne comprennent pas, et puis à la fin, peut-être, on les élimine aussi. Je vois malheureusement aucun principe supérieur ou transcendant qui pourrait s'opposer à l'avenir au transhumanisme. Certains pensent que la religion pourrait s'y opposer. Effectivement, on est dans une société très laïcisée, très sécularisée, qui a permis de voir, les cieux sont vides. Mais beaucoup plus que le gauchisme et la déconstruction, je crois que le capitalisme, qui est un fait social total, a fait table rase. Je crois que c'est avant tout le premier facteur matériel qui a détruit la religion. Le transhumanisme est une religion sécularisée. Lui-même, parce que, je veux dire, la nature a horreur du vide. Hein. Casanova le disait, hein. Je veux dire, si vous voulez détruire la religion, vous allez la remplacer par quoi? Donc, les gens, je veux dire, s'ils ne croient plus en rien, il n'y a pas de société athée. Les gens se mettent à croire n'importe quoi. Donc, vous avez toute une religion transhumaniste qui se met progressivement en place à travers certains exégètes. Il y a même l'eschatologie, en fait. Hein. Il y a un certain nombre de transhumanismes très radicaux au sein de la Silicon Valley qui estiment que la mission historique de l'humanité, c'est dans 10 puissance 100 années, d'empêcher l'implosion de l'univers dans la technologie. Donc, voilà. La haine du corps, je crois, est fondamentale dans la pensée postmoderne, la pensée structuraliste, la pensée transhumaniste. Michel Foucault était quelqu'un qui avait de profondes lassitudes de la condition biologique, et je crois que c'est un peu au cœur de l'idéologie transhumaniste. On en a marre du corps, de la vie organique, etc. C'est une époque très bizarre où la prothèse est quasiment préférable d'un membre. La reproduction sexuée est vécue comme violente, dépassable. C'est presque un vieilli, un empêché, c'est terrible. La vieillesse ou la mort sont cachés dans des hospices. Hein. Les vieux sont devenus presque plus obscènes que la pornographie. On leur met un voile public comme ça, presque les faire disparaître. Donc, je vais vous dire vraiment, et là je vous demande un petit peu de solennité parce que c'est assez grave. Où est-ce que nous emmène la solution finale, excusez-moi l'expression qui est malheureuse, du transhumanisme? Le stade terminal vraiment du transhumanisme, où est-ce que ça nous emmène? Ben, c'est très simple. Ça nous emmène vers la duplication et vers le transfert des informations qui constituent votre être. D'abord, dans une enveloppe charnelle de substitution, hein, votre cerveau biologique sera transvasé dans un cerveau de silicium, dans un avatar, un petit peu comme dans le métavers. Hein. Vous aurez des robots qui se substitueront à vos corps. Ce ne sont pas forcément, je veux dire, vous pourrez les choisir, ou peut-être pas, si vous avez envie d'être grand, petit, gros, maigre, black, athlétique, voilà, non binaire, vous pourrez choisir votre enveloppe charnelle.
Puis à la fin, quand celle-ci sera obsolète, quand vous aurez vu votre ancienne incarnation se dissiper, se dissoudre dans l'espace de manière un peu dégoûtante, vous pourrez transvaser sur un support immatériel, vous deviendrez des petites particules de lumière dans l'espace, et pure information que vous serez, vous vous désincarnerez jusqu'à la disparition complète du corps et de la chair. C'est ainsi que paix des sensations physiques, de l'entropie, de toute base biologique, il se peut que bientôt, enfin à l'horizon de quelques décennies, peut-être de quelques siècles, je l'espère, la conscience individuelle et humaine disparaisse à tout jamais. Donc je vais conclure ainsi. Je vais vous dire que le transhumanisme procède d'une dévalorisation profonde de l'être humain, d'une vision dégradée de la valeur humaine et de son aliénation à la sphère de l'utile. Et ça, c'est vraiment le fond du capitalisme. Vous n'êtes pas un sujet, mais un objet. Un objet que l'on peut négocier, brader, échanger, remplacer, pourquoi pas. Ça, dès les années 60, le patronat avait très bien compris, hein, il a fait pression sur les gouvernements, en l'occurrence de droite de l'époque, pour ouvrir en gros les vannes de l'immigration. Hein, il avait très bien compris qu'on pouvait remplacer un travailleur français par un travailleur détaché, un Européen par un autre Européen, un Européen par un Africain par un robot, et bientôt, pourquoi pas un robot par un algorithme, parce que de toute façon, c'est toujours moins cher. Hein. Tout le monde est remplaçable, il y a toujours une solution de rechange avec le capitalisme. Donc, pour échapper à ça, devant tout cela est très sombre, je vais essayer quand même de vous fournir le embryon d'un débouché politique, donc il faudra y travailler. Il faudra penser une organisation sociale alternative au capitalisme et à son double maléfique, monstrueux, criminel qui est le communisme, parce que c'est pas du tout l'idée de vous enlever dans les camps de concentration soviétiques, ça n'intéresse pas du tout. Il faudrait que la dignité du travail soit vraiment au centre de ce système, pour que nous soyons de nouveau fiers de nous-mêmes, de ce que nous produisons. Il semble que le général de Gaulle avait imaginé ce qui aurait pu être avec la participation la plus grande réforme sociale de l'histoire de France. Il avait vu que le capitalisme, ça marche pas, le communisme, c'est la civilisation des termites, le comète. Mais malheureusement, des gens qui se prétendaient ses alliés ont tout fait pour en empêcher. Donc ça, c'est pour la partie politique. Et surtout, je pense qu'il faudrait s'attacher énormément le plus possible à ce qui est gratuit, incorruptible, c'est-à-dire à l'art, à la longue mémoire de nos peuples et de nos civilisations, à la culture. Parce que tant que nous nous souviendrons que si nous sommes, d'où nous venons, de notre valeur, de notre unicité, ils ne nous effaceront pas, et comme dirait l'autre, ils ne nous remplaceront pas. Merci.